Bonjour, bienvenue dans cette série consacrée à la théorie de la relativité générale. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous faire une introduction plutôt historique de contextualisation de la naissance de cette théorie, qui a été publiée par Einstein en 1915. Donc, comme toute théorie, elle ne naît pas ex nihilo du cerveau de son inventeur, fut-il Einstein, mais cette théorie, comme toutes les autres, s'inscrit dans une problématique, dans une histoire des idées qui cherchent à se surmonter les unes après les autres, à tenter de résoudre des problèmes d'incompatibilité entre les différentes théories coexistantes à l'instant T. La théorie de la relativité générale, c'est une reformulation de la théorie de la gravité. Celle-ci a été mise à jour, formulée de manière mathématique la première fois par un grand nom de la physique, Newton, dans ses Principia Mathematica, publiés en 1685. Cette théorie de la gravité suivant Newton fait se mouvoir des particules dans un espace et un temps qu'ils sont immuables, fixes. C'est une première caractéristique de cette gravité. La seconde grande caractéristique, c'est qu'elle correspond à une force à distance. Donc, c'est une très belle théorie puisqu'à l'époque c'est un très très grand succès puisqu'elle arrive à réconcilier deux types de mouvements qui jusqu'à l'Antiquité étaient plutôt considérés comme irréconciliables. C'étaient les mouvements terrestres qui régissaient les mouvements sur Terre et les mouvements planétaires. La même loi physique faisait tomber les pommes sur le sol, par terre, et faisait orbiter les planètes autour de la Terre. C'est une césure complète par rapport à l'Antiquité qui pensait que les planètes étaient mues par des lois célestes pseudo-parfaites qui n'étaient pas conciliables avec les mouvements terrestres. Donc ça, c'est une très grosse avancée. Par contre, il reste le mystère de la force à distance que Newton lui-même avait du mal à expliquer et qui laissait aux générations futures le soin d'approfondir plus avant. Voilà pour la première formulation de la théorie de la gravité en 1645 par Newton. Des particules sont mues par une force à distance pseudo-mystérieuse dans un espace et un temps absolu, fixe, immuable. La seconde grande idée qui apparaît dans l'histoire des idées de la physique, c'est la notion de champ, qui apparaît sous l'impulsion de deux très grands autres physiciens, que sont Faraday et Maxwell. Donc Faraday, l'autodidacte, plutôt expérimentateur, qui va étudier les phénomènes électromagnétiques, qui va mettre en avant l'idée de lignes de force faisant se mouvoir les particules aimantées. Puis Maxwell va formaliser cela mathématiquement en écrivant ses célèbres équations. Donc les champs sont une première tentative de réponse, sont même une réponse à la notion de force à distance, puisque là,
les particules sont mues non plus par quelque chose de mystérieux, mais par des lignes de champ. Simplement, ces champs sont à cette époque-là, je pense que c'est vers 1865, ces champs ne sont à l'époque théorisés que pour la force électromagnétique. Donc, pour les phénomènes électriques ainsi que magnétiques. Apparaît ensuite dans l'histoire des idées pour la première fois le nom d'Einstein. En 1905, l'année miraculeuse d'Einstein, il a 25 ans, il publie 5 papiers successifs dont la plupart des physiciens s'accordent à dire que chacun pourrait lui valoir un prix Nobel. Il aura en fait le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, pour l'explication de l'effet photoélectrique, non pas pour ses théories de la relativité. En tout cas, en 1905, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il produit la relativité restreinte, qui, en 2 mots, établit l'interchangeabilité de l'espace et du temps en une entité unique appelée l'espace-temps. Voilà, nous avons affaire à l'espace-temps qui devient invariante par changement de référentiel inertiel. Donc la relativité restreinte nous dit que suivant le mouvement de certains référentiels dits inertiels en mouvement les uns par rapport à les autres, l'espace peut devenir du temps, le temps peut devenir de l'espace. En tout cas, ces deux entités deviennent non plus complètement indépendantes, mais se fusionnent en une seule entité que l'on aimera l'espace-temps. En fait, cette notion d'espace-temps a plutôt été formalisée par un ancien professeur d'Einstein, Minkowski, en 1907. Et d'ailleurs, Einstein, à cette époque-là, trouvait cette notion un peu superfétatoire. Il n'en faisait pas grand cas. C'était une juste pièce rendue à Minkowski qui, lorsque Einstein était étudiant, n'avait pas suscité un grand respect de Minkowski. Il le traitait de chien paresseux. En tout cas, cette notion d'espace-temps va se révéler fondamentale pour la suite, comme on verra. Donc ça, c'est Minkowski, 1907. Voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe? L'espace et le temps deviennent l'espace-temps. Là, nous avions, sous Faraday-Maxwell, les particules qui se scindaient en champs particules. Donc, qu'est-ce que nous avons jusqu'à présent en 1905? Nous avons une nouvelle entité de l'espace-temps et nous avons une notion de champ qui est une première réponse à une force à distance. Qu'est-ce qui va arriver en 1915? Toujours Einstein, après 10 ans de travail acharné avec un ancien collègue, Grossman, collègue d'études, qui est devenu entre-temps spécialiste de géométrie courbe. Einstein tente de reprendre la question de la gravité établie par Newton quelques 230 années auparavant, et est gêné par cette notion de force à distance. D'autant plus gêné qu'un des postulats de la relativité restreinte, c'est justement de dire qu'il y a une vitesse c, qui se trouve être la vitesse des lumières, mais enfin c'est une vitesse limite cosmique
c'est un des postulats de la réalité restreinte, invariante par tout changement de référentiel et que aucune autre particule ne pourrait dépasser, puisqu'il lui faudrait à ce moment-là une énergie infinie. Donc, une forme de force qui interagit de manière instantanée va à l'encontre de la relativité restreinte. Ensuite, la relativité restreinte, comme on l'a dit, ne s'applique qu'au référentiel inertiel. Cela gêne aussi Einstein, car n'importe quelle loi en physique devrait pouvoir s'exprimer de la même façon dans n'importe quel référentiel, qu'il soit inertiel ou pas. Il pourrait être décrit dans un référentiel accéléré par rapport à un autre référentiel. Les lois de la physique devraient pouvoir continuer à s'exprimer de la même façon. Donc ces deux problèmes gênent Einstein et il s'attelle à vouloir les résoudre dans cette nouvelle théorie, la relativité générale. « 1915. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la relativité générale? C'est tout simplement la disparition de l'espace-temps dans la notion de champ. Voilà comment on pourrait exprimer l'idée fondamentale de la relativité générale. L'espace-temps en tel que tel n'existe plus. Il équivaut au champ gravitationnel. C'est ce qu'on appelle un champ covariant, puisqu'en fait il constitue une forme d'invariance de fond, ce champ gravitationnel, dont une des caractéristiques est sa description ne change pas par un changement arbitraire de coordonnées. C'est ce qu'on appelle le principe de covariance, et c'est en quoi il généralise la relativité restreinte, puisque maintenant les lois physiques, et notamment la description de la loi de la gravitation, n'est pas simplement valable pour des référentiels inertiels, mais est valable pour n'importe quel type de changement arbitraire de coordonnées. Voilà, donc nous avons fait déjà un grand pas par rapport à Newton, puisque là, l'espace et le temps disparaissent simplement. La force à distance, on n'en a plus besoin, puisque la force elle-même, ça devient un champ qui se meut, qui ondule, qui est dynamique comme n'importe quel autre champ. Et en plus, cette covariance-là, cette caractéristique du champ, est qu'elle peut être, elle est décrite de manière complètement invariante. Elle est invariante par changement arbitraire de coordonnées. Donc les deux grands problèmes d'Einstein sur la force à distance et se restreindre au changement inertiel est résolu par cette double notion de covariance et de champ, aux frais de la disparition complète de l'espace et du temps. Donc, également, les particules ne sont pas des particules en mouvement sur un cadre immuable fixe d'espace et de temps. Il faudrait dire que les particules, loin d'être dans un espace, sont bel et bien sur le champ gravitationnel. Donc c'est un empilement de champs auxquels la physique moderne donne lieu. Voilà pour la relativité générale. En parallèle de cette relativité générale, chacun sait qu'il y a eu, donc ça c'est en 1915, à peu près à la même époque, le développement tonitruant de la mécanique quantique, qui, sous l'impulsion, bien sûr il y a l'équation de Schrödinger, Planck, etc., mais c'est sous l'impulsion surtout de Dirac et de sa fameuse équation de 1908, qui va avoir une fusion des champs
et des particules en une entité appelée champ quantique, où chaque particule sera en fait une vibration, peut-on dire, ou quanta d'un champ, comme par exemple les photons sont des quantas du champ électromagnétique. Donc c'est une généralisation, une simplification ici côté droit de l'écran par Dirac de la notion de champ et de particules de Faraday, qui étaient encore deux notions distinctes chez Faraday et Maxwell, et qui devient une entité unique chez Dirac en 1928. Les particules ne sont que des modes d'expression du champ. Donc à l'heure actuelle, la physique compte une quinzaine de champs, dont les modes d'excitation sont des particules élémentaires. Et voilà maintenant la grande finalité, le grand Graal de la physique moderne. Ce serait la fusion des champs quantiques avec les champs covariants, qui sont en fait l'espace-temps de la relativité générale, pour donner lieu aux champs quantiques covariants. Et ça, nous attendons toujours l'Einstein du XXIe siècle pour pouvoir fusionner ces deux théories, ces deux formes de champs qui, en fait, pour l'instant, restent incompatibles, notamment à cause de l'espace-temps, de la nature de l'espace-temps qu'ils présupposent, puisque les champs covariants de la relativité générale sont équivalents, nous le verrons dans une vidéo plus tard, à un espace-temps courbe, alors que les champs quantiques présupposent un espace-temps plat. Celui-ci est courbe. Donc il y a deux grandes théories à l'heure actuelle qui essayent d'aboutir à cette notion de champ quantique covariant, qui sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. On y reviendra plus tard. Mais vous voyez que chaque théorie, la relativité générale elle-même, n'apparaît pas ex nihilo de son inventeur, mais participe d'une problématique, d'une histoire des idées, où l'inventeur, si génial soit-il, appréhende des causes incompatibilités, des apories et tente de les surmonter. Voilà, donc là, les champs quantiques d'Dirac, ça, on appelle ça la théorie quantique des champs. Théorie quantique des champs. Voilà sur cette première introduction. Je voulais également vous faire part d'une autre manière assez élégante de faire apparaître la relativité générale, que j'emprunte à professeur Z dans son livre, au début de son livre Einstein, Gravity. Voilà. Alors, pardon, cette évolution des idées, je la dois à Carlo Rovelli, un très grand physicien actuel, qui travaille beaucoup sur les champs quantiques covariants et plutôt du côté de la gravité quantique à boucle. Voilà. Donc c'est cet auteur notamment qui aime bien contextualiser l'apparition de la relativité générale et son inscription dans un peu une théorie des tout, comme on peut l'entendre, où toute la réalité pourrait être décrite par des champs quantiques covariants.
Alors si nous revenons à Antonazzi, en fait, il y a une grandeur qui n'a pas disparu de la relativité générale. On a dit que Einstein avait tout supprimé, l'espace, le temps, les forces à distance. Il y a quand même une grandeur que la théorie de la relativité générale d'Einstein conserve, que vous avez dû tous étudier à l'école, c'est la constante universelle, G. Donc en fait, toute la réalité, G, on peut l'associer donc à Newton, c'est quand même lui qui l'a fait apparaître. C, on pourrait la faire apparaître, l'associer à Einstein, avec la relativité restreinte en 1905. Et H, on pourrait l'associer à Planck, la constante de Planck, c'est bien quand même de lui. Mécanique quantique, relativité restreinte, Newton. Ces trois grandeurs-là sont complètement suffisantes à décrire l'ensemble des théories actuelles de la physique. Donc, si nous partons de la mécanique newtonienne, comme nous l'avons fait, et que nous associons la grandeur G, nous arrivons à la gravité newtonienne, espace-temps immuable fixe, comme nous l'avons vu, force à distance, particule. Si maintenant nous faisons apparaître, nous invoquons la grandeur H, nous arrivons à la théorie de la mécanique quantique que nous avons aussi entreaperçue. Puis, en faisant apparaître la constante C, nous arrivons à la mécanique d'Einstein, dit autrement à la relativité restreinte. Et la notion d'espace-temps. Si à cette notion-là, nous additionnons la dimension quantique, nous arrivons à la théorie quantique des champs, celle qui est associée champ et particules. C'était cette théorie-là. Voilà, la théorie de Dirac, ce qu'il a fait, ce n'est rien d'autre que de réconcilier la relativité restreinte avec la mécanique quantique. Nous arrivons à la théorie quantique des champs. Si maintenant, à la relativité restreinte, nous additionnons la particule, la constante G, nous aboutissons à la relativité générale. On l'a vu. Qu'est-ce que c'est que la relativité générale? Elle peut être formulée de deux façons différentes, soit une réconciliation de la relativité restreinte avec la gravité newtonienne, puisque en fait elle permet de dissoudre la notion de force à distance, soit une disparition de l'espace-temps
au profit du champ gravitationnel. Les deux sont valables. Donc nous avons bien une réconciliation de la relativité restreinte engendrée par cette constante C avec la constante G. Donc là, nous habitons à la relativité générale. La dernière arête du cube qui nous intéresserait ici serait une réconciliation de la relativité générale avec la quantum field theory qui serait la gravité quantique. Voilà, qui serait sur cette face du cube. Voilà une autre manière élégante avec simplement trois constantes fondamentales, C, G et H, de positionner une théorie actuelle ou passée, mais qui permet d'écrire un pan de la réalité. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a donné un premier aperçu de la relativité générale et surtout du contexte de cette théorie par rapport à l'ensemble de la description de la réalité physique et des autres théories physiques. Voilà, à très bientôt pour une seconde vidéo, peut-être un peu plus technique, qui présentera les deux principaux principes qui président à la relativité générale, que sont le principe de covariance, premier principe, et très important, le principe d'équivalence. Voilà. Ce sont les deux grands principes qui ont présidé à la naissance de la relativité générale. Merci beaucoup. À très bientôt pour cette nouvelle vidéo.